Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Taking a moment as everybody joins. On prend un instant pour laisser tout le monde se joindre à nous. Since we're at the top of the hour, I'm going to get started. Donc, comme il est 1 heure, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alina Weissnen. Je travaille sur l'équipe des projets communautaires à la Fondation canadienne des femmes. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire. Financer l'action collective. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Sachez que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur notre canal YouTube. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le fait que le travail de la Fondation canadienne des femmes et des organismes que nous soutenons a lieu en territoire traditionnel autochtone, Métis et Inuit. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir l'occasion de nous rencontrer, de travailler sur cette terre, mais nous voulons reconnaître que des reconnaissances territoriales comme celle-ci sont insuffisantes dans tout ce que nous faisons. Nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Bienvenue. Quelques points techniques. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez choisir en cliquant sur l'option d'interprétation la langue de votre préférence. Nous avons des interprètes qui travaillent aujourd'hui pour s'assurer que la présentation soit simultanément interprétée. Choisissez l'anglais ou le français. Il y a également des sous-titres disponibles aujourd'hui. Vous pouvez les utiliser en utilisant l'icône CC au bas de votre écran. Si vous voulez avoir accès aux sous-titres en français, je vous invite à utiliser le lien que je vais mettre dans la boîte de clavardage maintenant. Nous allons prendre les questions des membres du public aujourd'hui à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de questions. All online meetings, if we have tech issues, be patient with us. We'll do our best to resolve them as soon as possible. Comme patiente, nous allons faire de notre mieux pour les régler. Une note technique finale à la fin du webinaire, il y a un sondage disponible et on apprécierait beaucoup que vous remplissiez le sondage. Parlons maintenant de financement. Nous espérons parler aujourd'hui des moyens de recueillir des fonds qui peuvent contribuer au changement dans les mouvements de transformation sociale auxquels nous participons. Nous avons avec nos deux invités que je vais vous présenter avec enthousiasme, deux personnes qui font un travail extraordinaire avec la Fondation. Elles parle constamment au sein de notre équipe et au sein de notre réseau d'action collective, du mouvement pour la justice en matière de genre et du financement de ce travail essentiel. Elles sont créatives et nous sommes très chanceuses de les avoir parmi nous à la Fondation. Andrea Gonraj, vice-présidente de l'engagement du public. Elle s'assure que la vision de la Fondation soit constamment à notre esprit. Nous avons également Suzanne Duncan, vice-présidente de la philanthropie. Elle s'assure que nous ayons les ressources nécessaires pour poursuivre notre travail. Elle cherche toujours le moyen de recueillir des fonds pour soutenir l'équité de genre. Et s'occupe de la reddition de comptes à tous nos donateurs et sympathisants. Sur ce, je cède la parole à Andrea et Suzanne. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je sais que je parle pour moi-même et pour ma collègue Suzanne et j'aimerais vous remercier d'avoir demandé que l'on organise ce webinaire. Ça peut être un peu un sujet difficile parfois. Je suis ravie de savoir que vous êtes intéressés à en savoir davantage. J'aimerais remercier nos interprètes et les personnes qui font les sous-titres ainsi que la Fondation canadienne des femmes. Nous allons parler de financer la réussite, une conversation sur la manière de créer une source durable de revenus et un bassin de sympathisants, sympathisantes.
Nous allons aborder toutes sortes de sujets que nous considérons importants. Nous n'allons pas aborder tout ce que vous devez savoir, tout ce qui est important, mais je pense qu'on va réussir à avoir un portrait d'ensemble assez intéressant. Suzanne et moi-même ne savons pas tout. Votre expérience est précieuse. J'espère que nous allons vous aider à intégrer certains éléments à votre mandat, votre travail. Évidemment, comme on l'a mentionné, je vous invite à mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses et nous espérons réserver une trentaine de minutes aux questions et réponses à la fin de la présentation. Je vais passer la parole à Suzanne et nous allons faire l'aller-retour entre elle et moi-même pendant la présentation. Bonjour. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire le financement, la collecte de fonds. Je veux qu'on réfléchisse à comment le financement, où le financement se situe dans le milieu au Canada et j'espère vous donner confiance que c'est correct d'organiser des campagnes de financement. Je sais que ce n'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui aime le faire, mais il y a tellement d'organismes caritatifs au Canada et nous formons la colonne vertébrale du Canada. Notre secteur comporte des universités, des écoles privées, des milieux communautaires. Nous employons plus de 1,3 million de personnes, ce qui veut dire que le secteur caritatif offre des revenus qui sont supérieurs au produit intérieur brut de la Colombie-Britannique par année. La valeur que nous apportons à notre société, à nos cultures, à nos communautés est énorme. Il y a plusieurs personnes qui en savent peu au sujet du financement, au sujet des charités, mais c'est important pour nous de préciser l'importance de ce secteur pour attirer l'intérêt des gens sur notre cause et en parler avec confiance, avec force. J'ai quelques petites statistiques à vous présenter. 84% des Canadiens et Canadiennes font des dons. C'est important pour l'Agence de revenus du Canada. Donc, ces 84% sont les personnes qui demandent des reçus à fin d'impôt. Donc, il y a probablement plus de personnes qui font des dons. En général, nous recevons 446 $ par année, par personne. Donc, plus de 10,6 milliards en dons chaque année au Canada. C'est 10 milliards, c'est beaucoup, mais il reste encore beaucoup d'argent au Canada qui est versé ailleurs. Par exemple, 22 milliards d'argent est versé en alcool, dans l'alcool et le tabac et 9,5 milliards dans la loterie. Donc, il n'y a aucune gêne à demander aux gens de faire des dons pour des causes et des valeurs qu'ils soutiennent. Parce que souvent, c'est de l'argent que les gens peuvent consacrer ailleurs, y compris la loterie. Et nous voulons que les contributions des individus à leur communauté soient aussi importantes que les autres catégories. Je dois également reconnaître que la distribution des dons n'est pas égale. Ce n'est pas tout le monde qui récolte autant d'argent. Et plus un organisme est petit, moins l'organisme a de chances de recevoir des dons et plus l'organisme est important, plus il y a de chances d'avoir des sommes importantes en dons. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce que pour le secteur de l'équité des genres, ça veut dire que c'est important de s'approprier le plus de territoire possible, d'être le plus professionnel et motivé à recueillir des fonds que nous pouvons parce que le travail que nous faisons est aussi important que le travail des hôpitaux, des universités, des autres organisations qui sont soutenues par la communauté. Nous devons être confiantes et demander ce dont nous avons besoin, demander à la population canadienne de nous soutenir.
Je crois que c'est vraiment important que nous réfléchissions à la provenance de l'argent. D'où vient l'argent? Je crois que plusieurs personnes tiennent pour acquis que l'argent vient des entreprises parce que les entreprises sont très publiques. Quand elles font des dons, elles en parlent sur leur site web, elles s'expriment beaucoup au sujet de leurs dons, mais environ 73% des fonds viennent d'individus. 8% viennent des individus dans le cadre d'un legs. 14% sont des fonds qui viennent de fondations qui sont en général mis sur pied par des individus. Donc, lorsqu'on pense aux stratégies de financement, on pense souvent aux entreprises et c'est une très bonne idée, mais c'est aussi important de se souvenir que ce sont surtout les individus qui sont prêts à financer le changement social et à soutenir les organismes. Je vais vous dire une petite blague de financement. Que les gens qui meurent font souvent plus de dons aux organismes caritatifs que les personnes vivantes. De demander de l'argent des personnes qu'on connaît, à des membres de notre communauté, c'est parfois un peu épeurant parce que on compte sur nos relations personnelles. Donc, je veux reconnaître que cette tension existe. Plusieurs des stratégies dont on va parler sont très centrées sur les individus et nous savons que ça peut être un peu malaisant. Donc, nous espérons utiliser cette séance pour banaliser, normaliser la cueillette de fonds auprès des individus. Pour quelles raisons donne-t-on? Il y a plusieurs raisons différentes. Plusieurs personnes donnent parce qu'elles constatent un besoin au sein de la communauté. De nombreuses personnes donnent parce qu'elles ont vu l'impact positif généré par un organisme. Les gens souvent cherchent des organismes qui partagent leurs valeurs. Donc, les gens cherchent un organisme qui souhaite résoudre un problème dans le monde de la même façon que la personne elle-même souhaiterait résoudre ce problème. Une bonne analogie, c'est la rareté alimentaire, l'insécurité alimentaire. Il y a plusieurs façons de s'y attaquer. On peut donner de l'argent à une banque alimentaire, on peut faire à manger pour nos voisins, on peut soutenir un organisme qui travaille sur les changements politiques à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Ce sont toutes de bonnes solutions. Ce que nous essayons de faire, c'est de trouver, de trouver la population qui adhère aux mêmes valeurs que l'organisme et à la même stratégie, donc de faire rencontrer ces deux entités. On doit également faire confiance à l'organisme. On peut partager toutes les valeurs du monde, mais si on ne croit pas que l'organisme est l'organisme qui fait du bon travail, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un don. Donc, la confiance, c'est vraiment très important. Nous allons parler un peu plus tout à l'heure. La confiance et les valeurs, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Il faut également demander. Peu de personnes décident spontanément de faire un don parce qu'elles ont lu quelque chose dans le journal. La plupart des gens ont besoin de recevoir une requête directe. Quelques pistes de réflexion et Alina l'a écrit dans le chat, dans la boîte de clavardage. Nous allons partager nos diapos avec vous par la suite. Ou chercher des donateurs, des donatrices. Le meilleur endroit pour trouver des dons, c'est parmi les gens qui font déjà des dons, qui vous donnent déjà et à leur contact. Il y a des personnes qui ont déjà exprimé le fait qu'elles valorisent votre travail en vous donnant du temps, en siégeant sur votre conseil d'administration, en étant bénévole. Ce sont les personnes qui sont les plus susceptibles de vous soutenir à l'avenir et d'inviter d'autres personnes à vous soutenir. Ensuite, il y a d'autres personnes vers lesquelles on peut se tourner, mais il faut
d'abord s'assurer que les personnes les plus proches, les plus près de l'organisme font déjà des dons à la mesure de leur capacité. Ça peut être 5 $ par année, ça peut être un don plus important, mais d'abord solliciter ces personnes qui sont dans un cercle rapproché de votre organisme. Voici ce à quoi nous pensons quand nous pensons au démarchage auprès des donateurs. Les donateurs doivent être intéressés, doivent avoir un intérêt dans votre travail, ils doivent avoir la capacité de donner et vous devez savoir comment les joindre. C'est une bonne analyse, un bon regard à apporter aux campagnes de financement. Donc, comment est-ce qu'on peut susciter l'intérêt? On peut envoyer un bulletin de nouvelles, par exemple, une infolettre. On peut évaluer la capacité des gens à donner en regardant les listes de donateurs d'organismes semblables, d'autres organismes au sein de la communauté. Et ensuite, on réfléchit à comment joindre les donateurs-donatrices pour leur parler du travail extraordinaire que nous faisons et comment leur soutien peut contribuer à perpétuer le travail. Andrea, je te passe la parole. Merci, Suzanne. Merci pour cet aperçu. C'est un peu la base, les rouages du travail. Je vais vous raconter une histoire. Je crois que le financement, c'est une question de récit, comme tout dans le monde. Souvent, les gens parlent du fait que les individus, les communautés sont vraiment conçus pour recevoir des histoires. C'est notre façon de communiquer, de se raconter des récits, des histoires les uns aux autres. C'est notre façon de vivre. Et je crois que demander les valeurs, la confiance, ce sont des éléments essentiels des histoires auxquelles nous croyons et que nous racontons aux autres. Donc, les histoires peuvent être racontées à l'écrit, elles peuvent être racontées oralement, elles peuvent être racontées dans des interactions quotidiennes. Donc, il y a vraiment différentes façons de raconter l'histoire de notre travail. Je crois que le fait que la décision de donner permet aux gens de raconter une histoire personnelle. Mon don est essentiel parce que cette cause me tient à cœur parce que je suis le genre de personne qui, j'appartiens à une famille, une communauté où je sais que cet enjeu est important parce que si vous pouvez répondre à ces questions dans votre façon de communiquer au sujet de vos valeurs, votre relation de confiance, vous aurez plus de succès dans le financement. Quelques bémols, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des personnes pour qui les histoires sont importantes et il faut cibler qui sont ces personnes. Pour le travail de justice genrée, il faut souvent cibler des personnes qui sont touchées par l'injustice et la justice de genre. Et les relations et les histoires vont toujours de pair, donc ce n'est pas une question isolée. Il faut s'assurer qu'il y a une relation entre les personnes qui demandent et les personnes qui donnent parce qu'on crée des histoires ensemble. Donc, il faut penser à qui sont ces personnes, quelles sont ces relations, qui sont les meilleures personnes les mieux placées pour raconter des histoires. Donc, quand vous racontez une histoire par courriel ou en personne ou dans le cadre d'une présentation et que vous travaillez du travail que vous faites, des répercussions de votre travail, des problèmes, des solutions, est-ce que vous créez l'occasion pour les gens de s'identifier dans ce récit, de se reconnaître? Peut-être que ce n'est pas articulé, peut-être qu'il y a certaines présomptions et il faut être intentionnel. Il faut se demander est-ce que tout est articulé? Est-ce que les gens se permettent de se voir, de se projeter dans ces histoires? Nous devons également penser aux histoires et
au changement. Les histoires changent. Il y a plusieurs personnes actuellement qui découvrent des aspects de la justice raciale, de la réconciliation, de la justice en matière de genre, de la vérité, de la réconciliation. Et les gens contestent, questionnent de plus en plus les histoires. Et c'est une chose positive. Vous pouvez en faire partie. Vous pouvez changer le récit. Faites-le d'une façon qui a du sens par rapport à votre mandat. Évidemment, tout ceci va au-delà du marketing. Ça touche notre théorie du changement. Quel est le travail que vous faites? Vous opérez le changement. Vous intervenez sur un enjeu qui cause du tort à la société. C'est difficile de faire ce travail en silo et c'est important de l'articuler dans le cadre d'un processus de planification stratégique, de sorte à ce que tout le monde comprenne ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc, il faut le planifier ensemble. Les histoires qu'on s'est racontées à nous-mêmes au sujet des organismes caritatifs et de leurs valeurs dans la justice sociale méritent que l'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse si on souhaite contester le statu quo. On va passer à la prochaine diapo. Évidemment, l'histoire peut être écrite par vidéo, orale. Ce récit d'impact, de répercussion doit toucher d'abord le cœur, à mon avis. Et il y a beaucoup de données probantes qui montrent que les gens agissent avec le cœur et ensuite justifient avec leur esprit. Donc, visez d'abord le cœur, à toucher les gens et ensuite vous pouvez présenter les faits. Et je crois qu'il y a des organismes et des causes qui font très bien ce travail. Vous pouvez regarder ce que ces organisations font et voir comment vous pouvez adopter certaines de leurs pratiques. Passons aux prochaines diapos. Évidemment, on pourrait présenter un webinaire complet sur chacune des diapos. Je vais très rapidement. Les types de financement et de construction d'histoire. La force du récit doit augmenter de part avec l'efficacité des démarches. Par exemple, la publicité, la couverture médiatique n'est pas autant porteuse d'histoire que lorsqu'on a des rencontres en personne, en face à face, entre pairs. C'est vraiment en personne, entre pairs, que les histoires prennent forme et incitent les gens à agir. Je vais passer la parole à Suzanne qui va parler vraiment du financement. Merci, Andrea. Comme Andrea disait, avec cette diapo, on parle de différentes façons de raconter des histoires, que ce soit en personne, que ce soit par écrit ou au téléphone. La raison pour laquelle il y a une flèche ici sur le côté, c'est que dans le financement, c'est une discipline qui est étudiée de plus en plus et les gens peuvent l'étudier à l'université ou dans le cadre de ressources en ligne ou avec des livres. Moi, je suis vieux jeu, j'aime bien lire des livres et l'une des choses qu'on sait par la recherche qui est menée sur le financement, c'est qu'une des façons les plus efficaces de recueillir de l'argent, c'est d'avoir une conversation entre personnes, en personne, entre deux personnes qui se connaissent déjà. Et c'est pourquoi on met autant l'accent sur le conseil d'administration, sur les bénévoles qui amènent leur contact avec eux, avec elles. C'est un outil qui est très puissant. Les événements peuvent être très efficaces. Les événements permettent de rassembler des gens qui veulent soutenir une cause. Donc, ce ne sont pas seulement des événements où on écoute un musicien et on vend des billets à la porte. On peut avoir, par exemple, un événement où il n'y a pas de billets à la porte. Tout le monde peut venir, entendre, écouter le concert et rencontrer un membre du conseil d'administration qui va expliquer pourquoi c'est important de soutenir la cause. Donc, cette dimension de rencontre en personne est très importante.
Ce sont toutes des choses que nous pouvons faire avec nos conseils d'administration, nos bénévoles, nos employés et les personnes qui nous soutiennent déjà. Plus on permet aux gens de raconter eux-mêmes l'histoire de notre organisme, plus les gens s'approprient notre histoire, nos valeurs, notre travail, plus les gens vont joindre des personnes au sein de la communauté et amener d'autres personnes dans le milieu qui seront, elles, aussi prêtes à nous soutenir. Je sais que ça peut sembler difficile, mais j'ai constaté que cette démarche fonctionne à maintes reprises. Et on pourra en parler davantage dans la période de questions-réponses parce qu'on peut parler de solutions pratiques pour résoudre certains des problèmes qui vous viennent peut-être en tête. Voici la boucle de la durabilité. Une personne fait un don. Ce don a des répercussions. Vous racontez l'effet du don. Et ensuite, les personnes font un autre don, ce qui crée d'autres répercussions. Vous communiquez davantage et impliquez davantage les gens. C'est une boucle. Ça prend beaucoup de temps de convaincre un nouveau donateur, une nouvelle donatrice, mais c'est très efficace et très rassurant de garder les mêmes donateurs parce que les donateurs, donatrices comprennent les effets de leurs dons, ils ont la chance de participer à une table ronde, d'entendre parler des répercussions de leurs dons, et de sorte à ce que les donateurs, donatrices sachent à quel point leurs dons sont importants. Il faut réfléchir à comment maintenir l'engagement des personnes. Et quand les personnes se sentent engagées, c'est à ce moment-là que les personnes invitent d'autres personnes à soutenir l'organisme. C'est ce qui permet d'amasser une base de sympathisants plus importante. Une autre dimension des répercussions, ce sont les indicateurs. Sachez ce que vous faites, choisissez les répercussions les plus pertinentes et déterminez comment montrer la réussite. Ça pourrait être le sujet d'un tout autre webinaire, mais c'est très important de réfléchir à ce que votre organisme fait et comment vous prouvez que son travail est efficace. Parfois, ce sont des chiffres, le nombre de personnes impliquées ou un sondage montrant que les personnes ont acquis de nouvelles compétences. Et parfois, ce sont des indicateurs intangibles comme des récits, des témoignages anonymes. Ce sont tous des indicateurs qui aident à prouver que votre organisme a des répercussions. Parce qu'évidemment, il y a de nombreuses causes valides et les donateurs, donatrices cherchent un organisme dont ils partagent les valeurs et à qui ils peuvent faire confiance pour opérer un changement réel. Andrea, je te repasse la parole. Oui, encore une fois, une diapo très simple. Est-ce que vous le faites est-ce que vous travaillez à partir des effets de votre programme? Il faut parler au cœur des gens et laisser l'esprit suivre, intégrer ces éléments à une histoire et l'histoire aura un effet à long terme. C'est la façon d'utiliser les données d'évaluation qui parfois peuvent sembler un peu froides ou très informatives, mais pas nécessairement parler de l'expérience des gens. Andrea, avant de passer à la prochaine diapo, j'aimerais qu'on parle un instant de la transformation des systèmes et son lien avec cette question des répercussions, de l'impact. Oui, c'est une excellente question. Je crois que de nombreux organismes qui font du travail de justice sociale ont tendance à faire face à des difficultés parce que c'est difficile de faire le lien avec les individus, le niveau individuel. L'efficacité des programmes doit être testée avec un groupe de personnes
prêts à faire un don, prêts à écouter l'histoire de l'organisme. Et une chose qui aide beaucoup, c'est de déconstruire le changement systémique et expliquer les effets du changement sur une base quotidienne pour une personne. La Fondation canadienne le fait souvent quand on parle de sortir de la pauvreté, acquérir de la confiance, développer le leadership. Souvent, on parle d'enjeux systémiques importants, mais on parle de récits individuels. On parle de l'expérience d'une personne. On fait le lien avec la question globale. Cet individu, c'est un exemple, mais voici ce que ça peut vouloir dire pour tout le monde, parce que le système place plusieurs obstacles dans le parcours des gens, empêche les gens d'obtenir ce dont ils ont besoin. Et en faisant un don, vous permettez à ces merveilleux programme de continuer à exister et à aider des gens à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire, à l'échelle sociale. C'est un exemple de notre façon d'aborder le travail. Je crois que c'est un défi, c'est un véritable défi qu'on ne pourra pas résoudre du jour au lendemain. Mais je pense que plus on raconte les histoires, plus les gens qui sont en mesure de faire un don écouteront les histoires autrement, réfléchiront aux histoires, mais apprendront à faire le lien avec les enjeux systémiques qui sont en question. Une dernière diapo. C'est une recette, entre guillemets, qu'on utilise souvent quand on crée un récit en particulier, surtout quand c'est un récit écrit. Donc, ça pourrait être une structure intéressante pour une demande de financement, pour une page de site web, pour une mini-campagne. La première chose à faire, c'est de décrire le problème observé dans la collectivité, la solution proposée par votre organisme, pourquoi le donateur ou la donatrice devrait s'intéresser à votre programme. Donc, qu'est-ce qui peut intéresser le donateur-donatrice? En général, la réponse à cette question, ce sont les valeurs. L'autre partie de la demande, c'est d'expliquer comment fonctionne le programme, quels sont ses résultats pour les participants, participantes et pour la collectivité. Après avoir travaillé dans ce domaine pendant 15 ans, j'ai appris que le comment n'est pas tellement important. Je sais que c'est dur à entendre parce que c'est ce qu'on fait toute la journée. On réfléchit au comment, mais la plupart des gens qui ne travaillent pas dans des organismes sans but lucratif pensent davantage aux résultats, aux répercussions. Donc, vous pouvez quand même rester en surface avec le comment fonctionne le programme et vous concentrer davantage sur les résultats. Quels sont les résultats pour les participants, participantes? Quels sont les résultats pour la communauté? En quoi ça amène des changements systémiques? Ensuite, vous pouvez parler de vos partenaires, de vos qualifications. Ça fait combien de temps que l'organisme existe? Quels sont les partenariats que vous entretenez? Ensuite, des renseignements financiers. Les gens doivent voir objectivement quels sont les coûts, combien coûte le programme, quels sont les coûts généraux. Et évidemment, ce n'est pas très détaillé. C'est 2 ou 3 lignes très globales du budget, juste pour que les gens puissent comprendre comment le programme fonctionne, parce qu'il y a un mythe selon lequel les organismes caritatifs font beaucoup d'argent et dépensent mal leurs fonds. Donc, quelques lignes pour que les gens puissent comprendre où va aller leur argent. Ensuite, expliquer très clairement comment le donateur ou la donatrice peut aider. Si vous donnez 1 000 $, nous allons pouvoir continuer à offrir ce programme, par exemple. Peut-être que vous pouvez dire chaque 500 $ supplémentaires permet à une personne de plus de participer au programme. Donc, parfois, c'est un défi pour nous de réfléchir aux façons de donner des exemples concrets. Ensuite, un peu de reconnaissance. Nous allons, par exemple, mettre votre nom sur le site web ou
La reconnaissance n'est pas la motivation principale de la plupart des donateurs-donatrices, mais le fait de l'intégrer montre que vous pensez aux donateurs-donatrices, que vous voulez célébrer leur contribution, que vous reconnaissez leur générosité. Pour la plupart des gens, ce n'est pas ce qui est le plus important. Les gens veulent savoir que vous allez bien utiliser leurs dons. Et ensuite, à la toute fin, en général, c'est à l'endo, vous donnez quelques renseignements supplémentaires au sujet de votre organisme. C'est peut-être contre-intuitif parce que souvent, on a l'impression que notre organisme, c'est ce qui compte le plus. Pour un donateur, une donatrice, qui est le plus important, c'est les résultats. Il faut toujours penser à quel élément le plus important à transmettre aux donateurs-donatrices et en quoi, qu'est-ce qui va le plus intéresser les donateurs, les donatrices. Je pense qu'on va arrêter ici. Comme vous pouvez vous imaginer, Andrew et moi pourrions parler toute la journée de cette question. Mais on va passer à la portion questions-réponses pour pouvoir répondre à certaines des questions qui ont été posées dans la partie clavardage. Merci beaucoup. There we go. Thank you so much, Andrea. Merci beaucoup, Andrea et Suzanne. Votre présentation suscite beaucoup de questions et de réflexions. La première question que nous avons pour vous est la suivante. C'est en lien avec votre discussion au sujet des membres des conseils d'administration et de leurs proches. Qu'est-ce qu'on fait avec les membres de conseil d'administration qui sont réticents, qui hésitent à participer aux campagnes de financement, soit que les membres du conseil ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité de donner ou qu'ils sont hésitants à interpeller des gens de leur entourage et demander de l'argent, à faire des demandes, des sollicitations en personne? Comment encourager ces membres à participer aux campagnes de financement? C'est une très bonne question. Et c'est souvent la première question que les gens posent. La première chose importante à savoir, c'est que c'est une relation à long terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que les dynamiques changent à court terme, mais vous pouvez faire quelques petites choses qui vont aider, contribuer à rendre les membres du conseil d'administration plus à l'aise. La première chose à faire, c'est de penser au fait qu'il y a toutes sortes de composantes dans le financement. Il n'est pas seulement question de demander de l'argent, il est également question de remercier. Donc, on peut demander aux membres du conseil d'administration pendant la Journée nationale de la philanthropie d'écrire des cartes de remerciement, de faire des appels, de laisser des messages pour dire en tant que membre du conseil d'administration, je vous remercie de votre soutien. On peut le faire à tout temps de l'année. Les donateurs adorent recevoir des remerciements. Vous pouvez donner un petit script aux membres du conseil d'administration, le nom, le montant donné par la personne, parce que la plupart du temps, les membres du conseil d'administration ont l'impression que les donateurs et donatrices sont comme des créatures différentes d'eux-mêmes, mais ça aide à concrétiser, à les rapprocher des bailleurs de fonds. On peut également parler... c'est un fait réel. Plusieurs donateurs demandent si les membres du conseil d'administration font des dons eux-mêmes, parce que pour les donateurs, c'est une façon de savoir si l'organisme est de confiance. Donc, demandez à vos membres, les membres de votre conseil d'administration, de faire des dons, même si ce sont des petits dons. Ça peut être un don de 25 $, ça peut être un don plus élevé si le membre du conseil d'administration a une capacité plus grande. On ne recrute pas des membres de conseil d'administration à cause de leur capacité à donner. On les recrute parce qu'ils sont des atouts pour notre organisme, mais on exprime une grande reconnaissance pour des dons de toute taille. Ça permet de stimuler la confiance des donateurs envers l'organisation.
En faisant ces démarches, on encourage les membres du conseil d'administration à s'impliquer davantage, par exemple à participer à des événements, à signer des lettres de demande, et on se trouve à avoir des défenseurs du financement au sein du membre d'administration qui permettent de démystifier le travail de financement, et qui vont accepter de poser différents gestes, comme de mettre une affiche dans le café local, de participer à un événement. Et toutes ces démarches permettent de cultiver la confiance des membres du conseil d'administration. Et ce qui est toujours très important, c'est de s'assurer que les membres du conseil fassent des dons à la hauteur de leur capacité. Et on veut être parmi les 3 principaux organismes financés par nos membres de conseil d'administration. Si, par exemple, les membres du conseil donnent à une banque alimentaire, à l'école de leurs élèves, on veut être le 3e organisme. On veut recevoir à peu près le montant, et c'est le membre du conseil d'administration qui décide de quel est ce montant, évidemment. Tout ce que j'aurais ajouté, c'est que le leadership est important. Donc, quand les leaders font quelque chose, même si ça ne semble pas être un niveau très élevé, si ce ne sont pas d'importants dons, mais quand le leadership d'une organisation fait un don à la hauteur de ses mesures, ça montre que l'organisme est digne de confiance et que les donateurs, les donatrices, les individus peuvent eux aussi faire des dons. Donc, c'est un autre... je vais ajouter une petite chose. Il faut s'assurer que à toutes les rencontres du conseil d'administration, une personne vienne parler du travail de l'organisme, qu'une personne vienne dire « Voici ce que nous avons fait pendant le dernier mois, voici ce que nous avons réussi à accomplir. » Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons une autre question et plusieurs personnes l'ont posée. Les centres de soutien aux survivants d'agressions sexuelles ont du mal à raconter des histoires. Les gens sont mal à l'aise à l'idée d'entendre des récits d'agression. Il y a la tendance à blâmer la victime. Les gens veulent rester anonymes. Comment raconter des histoires quand on travaille dans un centre de soutien aux survivants d'agressions sexuelles? Je vais commencer. Je crois que c'est une question très complexe et très importante pour des organismes qui font un travail auquel se rattache beaucoup de stigmatisation. Il y a un tabou qui entoure les agressions sexuelles, mais il y a d'autres enjeux qui sont également touchés par ces tabous. Par exemple, le travail de réduction des méfaits, le soutien aux personnes aux prises avec des dépendances. Je crois qu'il y a moyen de parler de ces expériences sans le faire de façon individuelle. Il faut faire attention à ne pas à exploiter les traumatismes personnels et les souffrances des personnes. J'ai déjà vu un centre de soutien aux victimes de viol raconter l'histoire de personnes qui ont soutenu une campagne de financement. Donc, ils se sont centrés sur pourquoi les donateurs, donatrices faisaient des dons. Oui, les donateurs, donatrices avaient des expériences personnelles dont elles n'ont pas parlé en détail. Elles ont plutôt raconté pourquoi elles avaient fait des dons, pourquoi le travail de l'organisme est important. Il y avait un groupe de motocyclistes qui se déplaçaient dans la communauté. Ils se sont rassemblés et ont fait un don à un organisme de lutte contre la violence sexuelle parce que les membres, les motocyclistes avaient elles-mêmes souffert de violences genrées et elles savaient ce que c'était que d'être sur la route seule le soir et se sentir en danger. Certaines personnes étaient autochtones et
avaient vécu l'expérience des filles et des femmes disparues assassinées, avaient vécu cette souffrance. Donc, elles ont pu parler des effets de la violence sexuelle à une échelle communautaire, sans entrer dans les détails de leur histoire personnelle. Donc, il y a plusieurs façons de raconter une histoire qui ne sont pas centrées sur les expériences négatives et personnelles des gens. Et puis, il faut éviter de marchandiser des histoires personnelles. Quelles sont les histoires qui entourent les survivants, survivantes de violences sexuelles? Trouver des personnes qui partagent vos valeurs, qui organisent des événements au sein de votre communauté, envoyer une personne conférencière à leurs événements. On a des partenariats avec des clubs de lecture, par exemple, et d'autres groupes sociaux qui valorisent l'équité de genre et elles sont ouvertes à parler de leurs préoccupations. Donc, trouvez des communautés naturelles au sein de votre collectivité qui seront ouvertes à recevoir des membres de votre organisme et à amplifier le travail que vous faites. Ça peut vous aider à trouver le moyen de parler de ces enjeux. Andrew a parlé de santé mentale. J'ai travaillé pour un hôpital en santé mentale pendant une dizaine d'années et quand j'ai commencé mon travail, presque tous les donateurs étaient anonymes à cause de la stigmatisation. Que penseront les gens si je fais des dons à un hôpital en santé mentale? Et ce qu'on a appris pendant ces 10 ans, c'est qu'il est possible de surmonter la stigmatisation. Et il faut apprendre de nos expériences et appliquer les leçons à d'autres enjeux stigmatisés. Plus on peut aider nos donateurs à comprendre qu'ils contribuent au changement social, plus les donateurs auront le sentiment de faire plus que de faire des dons, ils sentiront qu'ils sont impliqués dans la défense d'une cause. Et ça, c'est très puissant. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais insérer une courte question ici. Je crois qu'Andrea y a partiellement répondu. Si on fait ce type de travail et qu'on veut parler au nom des personnes qu'on dessert, qu'on veut les citer ou raconter leurs histoires, comment est-ce qu'on préserve l'anonymat? Comment est-ce qu'on préserve la sécurité? Je pense que vous pouvez peut-être nous donner quelques conseils à ce sujet. Oui, c'est une excellente question. D'abord, je poserai la question à la personne elle-même. Je lui demanderai avec quoi elle est à l'aise. De verser un honoraire en compensation aux personnes qui partagent une expérience difficile, donc de compenser les personnes pour leur contribution. On peut dire, par exemple, la personne ne veut pas révéler son nom, mais souhaitait vous raconter son histoire parce que l'enjeu est important. On peut être tout à fait honnête, même si c'est un enjeu qui est stigmatisé ou qui est délicat. On peut le mentionner, ça peut faire partie de notre récit, de notre histoire. On peut dire personne ne parle de ces problèmes. Les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas parler de cet enjeu, mais on a une personne ici qui est prête à raconter son histoire. On va utiliser un nom pour préserver son anonymat, vous raconter son histoire et voici les raisons pour lesquelles cette personne croit que c'est important pour vous de faire un don au programme. Donc, intégrer l'honnêteté est très importante, l'authenticité. Ça peut aider les gens à sentir qu'ils font partie de la communauté.
un peu comme si on s'adressait à des membres de notre famille. On s'exprime sans filtre, on exprime honnêtement ce qu'on veut exprimer. Donc, il faut s'adresser aux membres de la communauté, au public, de la même façon qu'on s'adresse à nos proches. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est anonyme, que l'histoire est anonyme. On peut être très honnête et transparente. Si on veut faire une campagne de financement pour augmenter les salaires de notre personnel, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ça peut être délicat. Si les dons permettent de payer un employé, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de notre offre de service pour de nombreux organismes. Le coût principal est le coût des employés, des thérapeutes, des agents de projet. Et puis, on ne devrait pas avoir honte de cette réalité. Une des choses que les plus grands organismes font, c'est qu'ils déduisent une partie de tout don pour soutenir les opérations générales. Si les universités chargent de 10 à 15 d'un don pour subvenir aux besoins généraux de l'organisme. Donc, il ne faut pas avoir honte. C'est tout à fait normal. Il faut essayer d'éviter de dire des frais administratifs, frais de financement. On peut parler vraiment des frais de base. C'est notre loyer, notre électricité, les salaires des thérapeutes. Soyez précises avec l'allocation des dons, avec les dépenses. Les gens sont capables de le comprendre. Par exemple, Ronald McDonald ou Tim Horton vont dire que 100 des dons sont versés directement au programme. Ce n'est pas vrai parce que la compagnie paie quand même ses employés. Donc, c'est impossible. 100 des dons ne vont jamais directement au programme et puis on ne doit pas perpétuer cette idée. On doit plutôt expliquer aux gens comment on peut offrir des services et parler de l'importance de nos services. Selon l'Agence de revenus du Canada, si on c'est tout à fait acceptable de verser 30 des dons à des frais administratifs. Ce sont vraiment des coûts opérationnels, au-delà des salaires des individus. Parfois, les organismes le disent. Par exemple, l'Agence du revenu considère que 30 pour des frais administratifs, c'est tout à fait normal. Nous en sommes à 10 par exemple. Vous pouvez faire des tableaux qui montrent la répartition des dons dans l'organisme. Il faut changer la conversation, parler des répercussions, des résultats. Il faut se sentir confiante et à l'aise d'en parler. Oui, c'est très bien dit. Merci, Suzanne. Je crois que c'est une question de changement systémique et de défense de droits. On doit réfléchir à comment changer cette mentalité capitaliste qui dit que le changement peut se produire avec aucun argent. Et puis, ce n'est pas diabolique de dépenser de l'argent pour mettre en place des changements systémiques. Donc, c'est important d'en discuter au sein du secteur. Merci beaucoup à toutes les deux. Question rapide. Tous les conseils que vous avez donnés aujourd'hui, est-ce que ces conseils s'appliquent seulement aux organismes caritatifs avec un numéro de reçu à fin d'impôt ou ça fonctionne aussi pour les organismes sans but lucratif? La seule différence entre les organismes caritatifs, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif, c'est qu'il y a des organismes qui peuvent émettre des reçus pour des dons et d'autres ne peuvent pas. La façon de parler des dons, la façon de parler des impacts, des résultats, la façon d'engager les gens est la même. Quand vous ne pouvez pas émettre un reçu à fin d'impôt, c'est en général parce que vous faites un travail différent du modèle de charité. Et puis, il peut y avoir plusieurs bonnes raisons pour lesquelles vous faites le travail de cette façon.
Soyez confiants dans le travail que vous faites. Le système caritatif que nous avons au Canada peut être amélioré. Et rappelez-vous que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Moi, je donne de l'argent à des GoFundMe, des campagnes en ligne, à des organismes de bienfaisance, à des fondations. Et les reçus à fin d'impôt ne sont pas la principale source de motivation de dons. Pour plusieurs personnes, ça n'apporte pas tellement de bénéfices, donc ce n'est pas le moteur principal des dons. Par contre, si vous êtes un organisme sans but lucratif, est-ce qu'il y a d'autres façons de bâtir la confiance parce que nous n'avons pas le numéro de charité qui nous permet de faire des reçus à fin d'impôt? Donc, peut-être que c'est possible de donner un peu plus de renseignements sur l'organisme, mais la stratégie pour les deux types d'organisations reste la même. Merci, Suzanne. C'est très éclairant. Prochaine question. C'est une question pour Andrea. Est-ce qu'il y a un format, un modèle, un canevas qu'on peut utiliser pour raconter des histoires? Excellente question. J'hésite à donner une recette ou un canevas parce que je pense que c'est différent pour tout le monde. Parlez d'abord de votre cœur et ensuite avec votre esprit, et puis ensuite parler des choses peut-être un peu plus ennuyeuses, mais qui sont importantes à savoir. Je pense que si vous structurez votre présentation un peu en pyramide, commencez avec l'impact, les répercussions les plus faciles à recevoir. J'ai fait ceci, j'ai rencontré telle personne, voici ce qui m'est arrivé. Donc, commencez avec le plus simple, le plus direct. Ensuite, parler de ce que ça signifie de façon un peu plus générale. Donc, vous parlez de votre intervention, de ce que vous faites comme organisme pour améliorer la situation. Et ensuite, parler des détails un peu plus ennuyeux, par exemple les détails financiers, parce que ce n'est pas ce qui va capter l'attention des gens, mais c'est essentiel. Puis ensuite, parler de l'action. Une action que les gens peuvent poser. Ça peut être un don, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une invitation à s'éduquer, à signer quelque chose, à diffuser, à faire circuler l'information. Je trouve que ce format est assez universel. On le voit dans les courriels, on l'entend quand des gens font des présentations orales, on le voit dans les vidéos. Parfois, on le voit sur des sites Internet. Donc, ce type de structure est assez gagnant. Encore une fois, c'est important de connaître son public, de savoir ce que les gens veulent entendre, apporter des petites modifications en fonction des gens à qui vous vous adressez. Il nous reste à peu près 60 secondes. On a 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous par après pour profiter de votre expertise? Est-ce que les gens peuvent vous envoyer des courriels à la Fondation? Oui, absolument. C'était la question la plus courte. Je suis désolée de ne pas avoir pu poser chacune des questions posées, mais j'espère que si j'espère que par la suite, vous allez pouvoir écrire à Andrea et Suzanne pour recevoir des réponses. Qu'est-ce qu'on fait avec les dollars traditionnels qui sont toujours donnés par les mêmes personnes aux mêmes causes? Comment recruter ces donateurs pour faire des dons en faveur du changement systémique? Je pense souvent au fait que c'est important de rencontrer les gens là où ils sont, parler aux gens là où ils se trouvent. Je veux aider une femme à obtenir un emploi, par exemple. Expliquez-lui en quoi vous allez pouvoir aider cette femme à avoir un emploi. Mais ensuite, laissez la personne être curieuse. Pourquoi est-ce que cette femme n'a pas réussi à avoir d'emploi? Il y a tellement... les humains sont différents. Chaque personne a une motivation, des motivations différentes, des valeurs différentes. Il faut parler aux gens là où ils se trouvent et leur donner la chance d'élargir leur esprit, d'entendre d'autres perspectives.
moi, je ne pense pas tellement en termes d'éduquer les gens, mais plutôt d'offrir des expériences, de répondre à des questions. Et les gens vont pouvoir se rendre compte par eux-mêmes qu'en fait, il y a une injustice. Cette femme a essayé de quitter la relation dans laquelle elle était, mais la police ne l'a pas aidée. Il y a de l'injustice ici. Ça va, par exemple, aider la personne à s'ouvrir l'esprit à la question. Pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on les invite à exercer leur curiosité, à poser des questions. Donc, c'est leur donner l'occasion d'en apprendre davantage. Donc, rencontrer les gens où ils sont et éveiller leur curiosité. C'est super et ça touche ce dont tu as parlé plus tôt, la boucle de durabilité, la confiance. J'espère que tout le monde a pris des notes. Moi, j'ai pris des notes. C'était vraiment super de vous entendre parler aujourd'hui. Je veux être respectueuse du temps de toutes les personnes qui sont ici. Merci à nos conférencières, merci à nos interprètes, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette présentation. Je sais que vous êtes occupés et que vous souhaitez en apprendre davantage pour travailler plus fort à transformer notre société. Je vous rappelle qu'il y aura un enregistrement de disponible. Merci d'avoir participé à notre webinaire. Je vous souhaite une très belle journée.